RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure des mardis politiques sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Jean-Didier Berger. Bonsoir. Vous êtes ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Alors pour commencer, la mère de Rosa, la petite fille violée par Jérôme Barella, le tueur présumé de Liana, a porté plainte contre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'État a-t-il failli dans l'affaire de la petite Rosa ? Je crois que tout le monde a vu le courage de Gérald Darmanin et la façon dont il a pris le sujet à bras-le-corps avec l'ensemble des équipes du ministère de la Justice. Et c'est également ce que nous avons Pourquoi fait vous avec dites le courage ? Bon, parce qu'il ne s'est pas défilé, il a assumé ses responsabilités, il est allé devant les Français pour dire exactement la situation dans laquelle est le ministère de la Justice et tout le travail qui reste encore à réaliser. C'est un travail immense, la tâche elle est immense et moi je voudrais dire au nom du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez et en mon nom tout le soutien que nous apportons à tous les agents du ministère de l'Intérieur, aux policiers, aux gendarmes, mais également à tous ceux qui au sein de l'État font en sorte que toutes ces affaires soient traitées avec diligence. Vous saurez quand les conclusions définitives de l'enquête, enfin de ce qui s'est passé, des manquements qu'il y a eu, quand est-ce qu'elles seront définitivement rendues publiques? Et puis deuxième question, sous-question, qui assumera les responsabilités en cas de défaillance, si les défaillances sont établies? D'abord, il y a 3 enquêtes qui sont en cours au sein du ministère de la Justice, au sein du ministère de l'Intérieur, au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et une fois que toutes les conclusions auront été tirées, eh bien, nous pourrons voir. Écoutez, nous attendons les conclusions définitives. Mais je crois que ce qui compte, c'est de faire en sorte que toutes les conséquences structurelles aussi soient tirées. Les sanctions individuelles, tout le monde a été clair sur le sujet, elles seront données, puisqu'il n'y a absolument aucune raison de ne pas le faire. Mais je crois que ce qui intéresse les Français, c'est de voir comment est-ce qu'on passe d'une situation à une autre, comment est-ce qu'on fait en sorte que la sécurité de tous nos compatriotes et de tous nos enfants en particulier soit assurée à 100%. Il y a un autre drame qui émeut la France depuis quelques jours, c'est le tabassage à mort du jeune Louis, 17 ans, à Narbonne. Ce week-end, le ministre de l'Intérieur a dénoncé la récupération de cette affaire par l'extrême droite. Est-ce que vous ne croyez pas que les Français en ont un peu assez d'entendre ce genre d'argument qui, quand bien même d'ailleurs il serait juste, n'enlève en fait rien à la réalité et à la gravité du drame? Mais je crois que vous l'avez dit vous-même, il peut y avoir des éléments de récupération et que ce soit juste de le dire et que ça n'empêche pas de traiter le problème au fond, et c'est ce que fait Laurent Nunez. Oui, mais ça donne l'impression que c'est une façon de détourner l'attention. Écoutez, je pense que c'est un peu, encore une fois, une façon de présenter les choses que de s'intéresser aux commentaires du propos qui lui-même vient essayer de décrypter ce qui se passe sur le plan politique. Les Françaises et les Français, ils se foutent de tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est faire en sorte que la sécurité de nos jeunes et de tous les Français soit assurée. Et c'est ce à quoi nous nous employons avec Laurent Nunez au quotidien. Quand on a... moi, je suis père de famille aussi. Quand on a des jeunes, on est en permanence dans le questionnement de savoir si ça va bien se passer pour eux, si ils vont pas tomber sur une mauvaise rencontre. Et donc, au quotidien, on assure aussi, en tant que parents, ce service-là. Mais on compte sur les services de l'État, sur nos policiers, sur nos gendarmes, pour faire en sorte que, quand il y a une difficulté, que cette difficulté elle soit traitée dans les meilleures circonstances. Alors cette affaire semble bien révéler des failles de l'aide sociale à l'enfance, sous la responsabilité de laquelle était le jeune homme. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une urgence impérieuse à enfin s'emparer du sujet de la protection de l'enfance avec des moyens à la hauteur de l'enjeu? Je crois que c'est une préoccupation de longue date que l'aide sociale à l'enfance. Mais en l'occurrence, oui, mais qui est dans un état désastreux aujourd'hui. La plupart des spécialistes en conviennent. Moi, ce que j'ai lu, ce sont les écrits du procureur de la République. Ce que j'ai lu, c'est les circonstances dans lesquelles tout ça est arrivé. Et j'observe que
il n'y avait pas eu de plainte déposée dans les tout derniers jours qui avaient précédé la mort de Louis. Mais je pense qu'il faut laisser le temps à l'enquête d'établir toute la lumière sur ce qui s'est passé et pour l'instant apporter notre soutien à la famille et aux proches de Louis qui sont dans une souffrance terrible et faire en sorte que tout ça ne donne pas lieu à des commentaires déplacés ou des choses qui nous éloigneraient de la réalité. Et c'est la même chose pour l'aide sociale à l'enfance. Nous verrons s'il y a eu des défaillances en la matière, mais j'observe que pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Alors, le gouvernement présente la loi Riposte, acronyme de réponse immédiate aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité. Alors, comme une réponse rapide en quelque sorte aux troubles du quotidien, mais le texte a déjà été fortement allégé en commission. Est-ce encore un texte de fermeté? Avec Laurent Nunez, nous allons évidemment proposer au Parlement de rétablir ce qui a été supprimé en commission. Vous savez, c'est un grand classique de la période depuis 2024. Il y a en commission des bouts de texte qui sont retirés, d'autres qui sont ajoutés, mais ce qui compte, c'est évidemment le vote final, et je fais confiance à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que ce texte soit, je dirais, délivré dans son intégralité, parce que il y a des outils qu'attendent les Français, qu'attendent les forces de sécurité intérieure et qu'attendent les élus locaux sur les tirs de mortier, sur les rodéos, sur le protoxyde d'azote, sur l'augmentation de l'amende forfaitaire délictuelle en matière de stupéfiants. Finalement, beaucoup de menaces qui parfois ont muté extrêmement rapidement. Il y a aussi des choses pour pouvoir expulser ceux qui rentrent par le biais de plateformes de location de logements meublés, type Airbnb, Abritel ou autres, et qui finalement, en étant rentrés légalement, sont beaucoup plus difficiles à expulser aujourd'hui. On vient apporter toutes ces réponses à ces phénomènes nouveaux, et donc ça serait dommage de priver les Françaises et les Français des résultats qu'on est. Mais on a le sentiment alors que l'arsenal législatif qui prévalait avant, qui prévalait. Merci. Le temps que ça monte au cerveau, qui prévalait avant. Emmanuel Macron est en fin de mandat. Est-ce que il y a une réaction, une loi? On a le sentiment que non, c'est vous pas auriez ça, pu le faire depuis la depuis sécurité, longtemps. c'est quelque chose qui n'est jamais acquis, qui n'est jamais terminé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu 10 000 policiers et gendarmes qui ont été remis sur le terrain. Il y a eu 239 brigades de gendarmerie qui ont été annoncées par le président de la République, dont plus de la moitié sont déjà créées. Il y a eu la loi sécurité globale, la loi narcotrafic. Il y a eu des sujets immigration qui ont été traités. Mais là, par exemple, vous prenez le protoxyde d'azote. Oui. On demandait, qui est un phénomène très nouveau à l'échelle du temps police-justice, on demandait à nos forces de l'ordre de lutter contre quelque chose. Les délits n'existaient même pas. Donc on vient créer, avec le ministre de l'Intérieur, 3 délits nouveaux. Le délit d'inhalation, le délit de conduite sous emprise, le délit de transport de quantité anormale. Et c'est en donnant ces outils, et même chose pour les outils technologiques. Ouais. On vient doter les forces de l'ordre des outils technologiques. Drone, les lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation, beaucoup plus facilement d'accès aux drones, la vidéoprotection assistée aussi, notamment dans les transports. Donc, vous voyez, il faut se mettre constamment au goût du jour. On va revenir dans un instant sur quelques-uns de ces points que vous évoquiez, mais vous présentez ce texte comme, je reprends votre expression, ou celle du ministre de l'Intérieur, comme un choc d'autorité. Ouais. Et là aussi, j'ai envie de vous demander, au fond, si il n'y a pas une forme de lassitude chez les Français avec ce type de marketing politique, le choc de ceci, le choc de cela, on a vu le choc de simplicité. Et s'il y a besoin aujourd'hui d'un choc d'autorité, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire où en était l'autorité aujourd'hui? En ce cas, je pense que nos compatriotes, ils voient bien que face aux difficultés qu'ils rencontrent, il y a besoin de davantage de plus d'autorité. Donc il y avait un déficit d'autorité. C'est manifeste. Oui, bien sûr. Il y a besoin d'un renforcement de l'autorité. Donc, on durcit les peines de prison, on durcit les amendes, on monte le montant des amendes forfaitaires délictuelles. On vient également faciliter la saisie, parfois des matériels incriminés, notamment dans le cadre des rodéos ou des mortiers d'artifice. Lorsqu'il y avait, sur un certain nombre d'items, des choses à améliorer, on vient le faire. Vous savez, il faut aborder les choses avec beaucoup d'humilité en matière de sécurité, beaucoup d'humilité. Vous savez, moi, je suis avant tout un maire. Et quand on est maire, on ne promet jamais zéro insécurité, zéro délinquance, zéro cambriolage à ses administrés. Et ils le comprennent parfaitement. Par contre, on met en place, les uns à côté des autres, tous les outils qui nous permettent d'obtenir des résultats. Et lorsqu'on constate, comme on l'a fait avec le ministre de l'Intérieur, qu'il y a des outils nouveaux qui nous sont demandés et qui permettent d'améliorer les résultats et d'accroître l'autorité,
l'efficacité, la fermeté, on le fait. La question importante, c'est quand on regarde les chiffres, vous me dites si je me trompe, de la violence, elle baisse. Elle a baissé. Ça dépend des secteurs. Par Oui. exemple, dans les transports, on a les meilleurs résultats depuis 10 ans. Dans d'autres domaines, notamment par rapport... Si vous prenez par exemple la consommation de protoxyde d'azote, ça fait des ravages et c'est en complète explosion. Donc, il faut avoir là aussi la lucidité de reconnaître là où ça se passe bien, là où ça se passe mieux. Parce que Mais est-ce qu'on a une société plus violente qu'avant ou pas? Parce que je vous dis, quand on regarde les chiffres, alors vous avez raison, dans tel ou tel domaine, enfin, de toute façon, la violence, elle est multifactorielle. Mais est-ce que c'est la société qui est devenue plus violente selon vous, ou c'est le ressenti, hein, c'est comme le froid, voilà, il fait... Est-ce que dans le fond, vous remarquez cela dans notre société? Écoutez, moi, je ne suis pas pour parler de sentiment d'insécurité. Je crois que l'insécurité qui est vécue par nos compatriotes, elle est bien réelle sur le terrain. Et donc, notre rôle avec le ministre de l'Intérieur et avec toute l'équipe du ministère de l'Intérieur, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'outils pour la résorber et la prévenir. Donc, qu'il y ait ensuite les condamnations qui soient mises en place. Mais nous, on s'attaque aux phénomènes les plus à la racine possible pour faire en sorte de les endiguer, de les prévenir et de faire en sorte que nos compatriotes se sentent davantage en sécurité. La question qui se pose à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi qui concerne la sécurité, c'est le respect des libertés publiques, des libertés individuelles. Elle se pose à nouveau dans le cadre de ce projet de loi riposte. Est-ce que vous pouvez garantir que vous avez bien balisé les choses pour qu'en effet, il n'y ait pas de mesures qui soient d'une certaine manière liberticides? Écoutez, on a tenu compte de toutes les expressions, à la fois du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, pour faire en sorte que ce qu'ils nous ont dit à l'occasion des précédents projets de loi ou des propositions de loi qu'ils ont pu examiner, que toutes les rédactions, que toutes leurs remarques soient bien prises en considération pour garantir, c'est notre travail, le bon équilibre entre deux objectifs de valeur constitutionnelle, l'ordre et la liberté. À chaque fois qu'on propose une mesure, on veille à ce bon équilibre, parce que c'est aussi ce que souhaitent les Français. On n'est pas dans un pays autoritaire, on n'a pas vocation à l'être dans les années qui viennent. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Et par conséquent, nous prenons toutes les mesures pour qu'elles soient équilibrées, mais efficaces. Alors, vous partez ce soir aux Antilles pour annoncer un plan anti-Guyane contre le narcotrafic. Est-ce un déplacement de plus ou vous allez annoncer des mesures concrètes? C'est la volonté du président de la République que de s'attaquer à ce mal à la racine. Il est clair que tout ce qui se passe dans les Antilles et dans la métropole est lié. Et la consommation de la métropole, elle fait aussi couler du sang dans les Antilles françaises. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est à la fois travailler avec tous les acteurs de la région. C'est la raison aussi pour laquelle je me déplace avec le ministre des Affaires étrangères et avec la ministre des Outre-mer, Jean-Noël Barrot et Naïma Mouchou, pour faire en sorte que, main dans la main, tous les trois, nous puissions établir à la fois de meilleures relations avec tous les pays. Je vais d'abord au Brésil, ensuite je vais faire un survol de la Guyane pour ensuite aller à la conférence régionale de sécurité en Martinique, parce que c'est en prenant le mal à la racine que nous allons obtenir le plus de résultats. Si je vous demande ce que vous allez annoncer, vous n'allez pas me le dire, parce que à vous écouter, il semblerait que ce serait plutôt le président de la République qui fasse ces annonces. Écoutez, c'est le souhait du président de la République que de mettre en place ce plan, qui est un plan extrêmement complet, qui a été élaboré en lien entre le ministre de l'Intérieur et la ministre des Outre-mer. Je rappelle que 25% de toutes les saisies de drogue en mer, elles se font en Caraïbes. Donc c'est évidemment un sujet majeur si on veut lutter, comme nous le souhaitons, contre la drogue. Est-ce que les pays avec lesquels vous discutez, vous avez cité le Brésil par exemple, sont des partenaires de bonne volonté dans cette démarche? Oui, je crois qu'ils ont tous intérêt à une bonne coopération, parce que eux aussi sont victimes des conséquences de ces trafics. Le nombre de morts est un nombre de morts important dans tous les pays de la zone, dans toute la région. Et donc, nous ne pouvons pas nous résigner, nous résoudre à voir ce nombre de morts continuer à augmenter. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons à la fois sur les réseaux, les producteurs, mais également
en France, partout, dans les Antilles comme en métropole, sur les consommateurs. Et dans le projet de loi Riposte dont nous parlions à l'instant, nous passons l'amende forfaitaire délictuelle de 200 à 500 euros pour les stupéfiants, parce que faut bien se dire qu'il n'y a pas, tous les stupéfiants, il n'y a pas de consommation. Par exemple, le anodine. cannabis aussi. Il n'y a pas de consommation festive et il n'y a pas de petit trafic de drogue. Et tous ceux qui consomment ont un peu de sang sur les mains. Il faut que tout le monde se le dise bien. Dans un pays comme la France, où un Français sur 3 a déjà consommé et où 900 000 personnes quotidiennement consomment, 900 000 personnes tous les jours, ça n'est pas anodin. Voilà. Et ça a des enjeux sur la sécurité, mais également sur la santé publique, santé mentale. sur la santé, mais sur la santé mentale, sur la santé tout court, sur la réussite scolaire et également sur l'intégrité de l'État, parce que derrière tous ces trafics, ce sont des tentatives de corruption, ce sont des tentatives d'intimidation, ce sont des actions contre les agents de l'État. Oui, et aussi, il faut noter que les élites aussi, je dis pas vous, mais à l'Assemblée, on a eu des exemples d'élites qui consommaient aussi. Bien sûr, mais je pense qu'aucun pan de la société n'est épargné. C'est la raison pour laquelle je crois que le Premier ministre a très bien fait de vouloir montrer l'exemple en appliquant au gouvernement des tests sur tous les membres du gouvernement et surtout les cabinets. Je m'y suis moi-même soumis bien volontiers. Et je pense que c'est le début d'une démarche qui doit devenir, comme les contrôles antidopage en matière sportive, qui doit devenir systématique, aléatoire, inopinée et qui doit rentrer dans la culture démocratique. Si on veut faire la guerre contre la drogue, il faut la faire à tous les étages. Et l'exemplarité, elle n'est pas facultative, elle est indispensable. Je voudrais qu'on dise un petit mot de notre confrère Christophe Glaise, journaliste sportif français qui est emprisonné depuis 1 an en Algérie. Bruno Retailleau, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, défendait une ligne de fermeté avec l'Algérie. Laurent Nunez a dit, et d'ailleurs l'a dit un peu en direction de Bruno Retailleau, qu'il préférait le dialogue. Mais en fait, pour l'instant, il n'obtient pas plus. Ce qui compte, c'est le résultat final. Oui, mais ce qui compte, c'est le délai aussi. Ce qui compte, c'est le Parce que résultat pendant ce temps, Christophe Glaise est en prison. Bien sûr, et nous pensons à lui, à sa famille et à ses proches. Mais les diplomates savent faire pour faire en sorte que la libération soit la plus proche possible. Et donc, je n'en dirai pas plus parce que je crois que c'est à eux d'obtenir ce résultat, mais je peux vous dire que la volonté de la France sur le dossier avance. Ce sujet, elle est totale et comme je viens de vous le dire, je n'en dirai pas plus. Vous vouliez parler d'un... Non, je crois pas qu'on il nous reste 30 secondes. Ouais, c'est une durée bâtarde. Allez, oui, la motion de censure des écologistes contre le gouvernement... Totalement démagogique. En 20 secondes. Et ils ont d'ailleurs demandé une commission d'enquête. On verra si dans les mairies écologistes, le travail a été fait. Et force est de constater que ça risque de revenir, comme l'a dit le Premier ministre, en boomerang. Merci Jean-Didier Berger. Pardon. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Merci à Flore Simon et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite.